Voilà. Donc voilà, bonjour. Pour commencer, je vais d'abord vous demander si vous voulez bien nous décrire en quelques phrases ce que vous faites à la VUB et qui vous êtes en soi. D'accord, bonjour. Merci de proposer de faire cet entretien. Donc, je suis professeur de psychologie sociale et de comportement organisationnel à Solvay. Voilà, je viens de joindre ULB depuis peu de temps, depuis le mois de février. Donc, je suis de formation psychologue social. J'ai obtenu mon doctorat en 2007 à l'Université de Grenoble et je m'intéresse à la prise de décision et au jugement social. D'accord, merci. Donc maintenant, on va directement commencer avec les questions. Donc, nous pouvons supposer que la relation entre l'argent et les gens est enfantine. Tout comme un enfant, les gens veulent toujours plus. Pensez-vous que cela vous affecte également, ou est-ce que vous êtes satisfaite avec ce que vous avez? Et croyez-vous que la société, et que pensez-vous que la société pense à ce sujet? Oui, donc c'est une bonne question. Donc je pense quelque part, bon, le terme est un peu provocateur, mais c'est vrai que oui, je pense qu'il y a une telle relation. Les gens veulent effectivement toujours plus, mais je pense qu'on ne peut pas attribuer ça à l'individu même. Je pense que c'est pas parce que l'individu est un être avare qui veut toujours s'assurer plus de ressources. Je pense que c'est aussi, il y a une énorme influence de la société qui veulent qu'il y a beaucoup de compétition entre les gens. Il faut que les gens puissent se montrer avec les biens matériaux. Et donc, les gens, je pense qu'ils ressentent une forte pression sociale à accumuler plus de biens au-delà de ce qu'ils ont réellement besoin. D'accord. Merci. Donc, une autre question. Marx a dit que quand on avait tout perdu, il nous restait encore toujours notre corps. Avec la financiarisation, donc c'est-à-dire que tout devient achetable, il se pourrait qu'un jour, les gens qui ont besoin d'argent auront la possibilité de marchander leurs organes pour gagner un peu d'argent. Pensez-vous que c'est une idée absurde ou cela est-il bien et bel possible? Oui, je pense que ça pourrait nous paraître absurde, mais on est déjà pas loin de ça. Il y a par exemple tous les couples qui ont des difficultés à avoir des enfants, donc voilà, les mères qui proposent leur corps, donc le corps porteur d'enfants, donc je pense qu'on n'est pas loin de cette idée marchande. Donc voilà, après c'est aussi de nouveau la problématique, le corps de la femme qui est mise en avant. Donc je pense que voilà, malheureusement si on ne reverrait pas notre fonctionnement en tant que société extrêmement axée sur l'économie et sur la compétition, je pense qu'effectivement le corps des gens pourrait devenir avoir une valeur marchande. Et donc il y a déjà des évidences dans la société qui tentent de montrer un tel phénomène. Alors, d'après un passage dans le livre, donc le passage est « Au moment où le Titanic heurte l'iceberg, tous les passagers croient en la supériorité du bateau sur les éléments et sur la nature. Ils croient que la merveilleuse technique du bateau insubmersible les sauvera. Pensez-vous que les gens ont la même image de notre économie actuelle, qu'on peut se refléter dans l'histoire du Titanic ?» Ma réponse est oui et non. Je pense que d'un côté, il y a un peu cette idée où on veut faire croire que oui, sur l'économie repose tout et que le fondement d'une société stable est une société dans laquelle l'économie, la finance fonctionne très bien. Et je pense qu'en partie c'est vrai, mais en même temps je pense qu'il y a aussi des gens qui mettent en question cette idée. Donc les gens, je pense qu'ils ne prennent pas ça tel qu'il est dit. Donc je pense que voilà, de plus en plus de gens qui remettent en question, donc les gens non plus cette métaphore du Titanic. Il y a beaucoup de remises en question de ça. Mais je pense qu'il y a une certaine vérité, c'est que oui, il faut qu'il y a le fondement d'une société. Je pense qu'il doit avoir un solide fondement économique et financier, mais je pense que la société ne peut pas fonctionner que sur ça et les gens se rendent bien compte. Et il y a beaucoup de gens qui des économistes, des sociologues, des anthropologues qui remettent en question cette idée. Merci. Alors, quelle est votre opinion sur le marché full, qui est un système donc perpétuellement en mouvement et sans équilibre? Est-ce que vous trouvez que ce concept est réel? Si oui, pensez-vous qu'il y a une alternative raisonnable? Je pense que, oui, je ne connais pas vraiment le concept de marché full, mais j'ai l'impression oui, le marché est devenu presque une personne. Donc, quand on parle maintenant du marché, le marché, c'est le marché se montre très puissant, le marché est instable, le marché... Donc, on a commencé à donner au marché des caractéristiques personnelles. Donc, bon, on peut aussi croire que voilà, le marché personnel, le marché collectif, donc le marché a acquis, au-delà des propriétés économiques et financières, a acquis des propriétés personnelles, humaines, sociales.
bon, quelque part, en fait, je me dis, il y a un aspect positif et un négatif à ça. D'un côté, c'est de dire que le marché est humain, ça permet aux gens de dire, bah voilà, ça fait partie de notre vie et on peut aussi le remettre en question. Mais de l'autre côté, ça veut aussi dire que, bah voilà, le marché est quelque chose qui est là et qu'on doit l'accepter tel qu'il est, qu'on ne peut pas changer. Donc, bon, quelle est l'alternative à ça? Ça, je sais pas vraiment. C'est une grande question, mais bon, je pense qu'on doit repenser notre système économique, le marché financier, ça clairement. Mais quelle est l'alternative? Peut-être des gens de la finance auront une meilleure idée. D'accord, merci. Que pensez-vous de l'expression suivante citée dans le livre, c'est-à-dire le capitalisme se focalise trop sur l'individu et pas sur la société collective? Oui, en fait, je pense que c'est vrai, bon, c'est propre au capitalisme de se focaliser sur l'individu, sur la méritocratie. Donc, à la base, ben, le capitalisme était sauveur parce que les gens voyaient ça une possibilité d'évolution individuelle, de ne plus être noyé dans la masse. Donc, moi, personnellement, voilà, je suis roumaine, j'ai vécu le communisme jusqu'à 13 ans. Et donc, voilà, moi, j'ai vécu le communisme où l'individu n'avait pas sa place, il était, ben, voilà. Tu étais une personne comme tous les autres et tu n'avais aucune possibilité ou c'était très mal vu que tu essayes de te démarquer des autres. Et donc le capitalisme, à la chute du communisme, était vu comme quelque chose d'extraordinaire. Il fallait vraiment que... Voilà, c'était un potentiel pour des évolutions professionnelles, pour voilà, la mise en avant du soi dans le bon sens. Et puis bah, maintenant, on se rend compte que voilà, le capitalisme se transformait plus vers ce capitalisme sauvage où... vraiment la méritocratie est l'élément fondateur. Il faut toujours être meilleur que les autres dans le maximum de domaines possibles. Donc, effectivement, je pense que oui, c'est toujours avoir la voie de milieu est toujours meilleure. Je pense qu'un juste milieu entre l'individu et le collectif. Voilà, maintenant, effectivement, les gens sont un peu peut-être plus individualistes qu'avant et ils prennent moins en compte oui, leur appartenance à un groupe et du coup par rapport à ça ils souffrent également. Par exemple, il y a une forte pression pour que les gens soient heureux. Or, être heureux, c'est une dimension très individuelle. Je suis heureux, moi, personnellement, et les gens sont, oui, je devrais être heureux. Alors que dans des sociétés où le collectif a une place plus importante, les gens ne se posent plus tellement la question d'être heureux en tant qu'individu, mais être heureux dans le collectif, avec la présence des autres. Et donc voilà, je pense qu'au niveau psychologique, cela a un impact négatif. Les gens souffrent plus de cette pression d'être en tant qu'individu et heureux, et avoir réussi sa carrière, avoir réussi sa vie de famille. Donc il faut tout réussir dans tous les domaines de la vie en tant qu'individu. Alors que si on est dans une collectivité, bah, il y a moins cette pression, donc on peut se reposer un peu sur les épaules des autres pour atteindre ces objectifs de bonheur, de réussite, voilà. Donc Keynes dit qu'il y a deux causes majeures pour le conflit entre les nations. Le premier, c'est la lutte des classes sociales et la deuxième, la compétition des nations. Êtes-vous d'accord avec Keynes sur ce sujet ou pensez-vous qu'il y a d'autres causes? Voilà, donc je vais donner une réponse. Je suis d'accord, mais je suis d'accord qu'il y a d'autres causes également. Donc c'est la lutte des classes sociales et la compétition, oui, ça représente des sources de conflits. Mais donc en tant que psychologue, voilà, il y a une théorie qui est très importante, très intéressante dans la psychologie sociale, qui est la théorie de l'identité sociale, élaborée par Tashfel et Turner. Et dans cette théorie, on parle de comment on crée une identité sociale. Le fait que dès qu'on appartient à un groupe, ce groupe peut être vraiment minimal, genre voilà, vous êtes le groupe des verts, vous êtes le groupe des bleus. Les gens se sont fortement identifiés avec leur groupe. Et donc, le simple fait de s'identifier à ce groupe, on a envie de voir les groupes comme étant inférieurs aux nôtres. Donc, en fait, du point de vue de la théorie d'identité sociale, le fait d'avoir des conflits avec les autres groupes, ça n'est pas parce qu'on a quelque chose contre les autres, c'est parce qu'on s'aime nous tellement. Donc, c'est une manière de se démarquer par rapport aux autres. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va parfois rentrer en conflit. Mais je ne pense pas. Il y a effectivement multiples sources de conflits, mais ce n'est pas uniquement une question de classe et de compétition. Donc, ce n'est pas
Parce que souvent on pense on est en conflit avec les autres, on n'aime pas les autres, on a quelque chose contre les autres. Non, selon la théorie de l'identité sociale, c'est les gens sont égocentriques, les gens s'aiment tellement, eux et leur groupe. Et donc pour se démarquer, pour garder cette image positive de soi, alors ils vont par compensation moins aimer les autres groupes, donc rentrer en conflit. Ce qui frappe chez Keynes, c'est que pour lui, l'économie est un phénomène culturel. Or, aujourd'hui, nous voyons l'économie plus comme un phénomène naturel, comme par exemple le passage du jour à la nuit. On ne peut rien y faire et on n'a pas d'autre option que de s'adapter. Pourquoi pensez-vous que cette vision de l'économie qui avait Keynes s'est effacée et a fait place à cette nouvelle vision? Donc la nouvelle vision du monde. Ouais, Oui, donc avant c'était tout le monde peut aider à changer l'économie, mais maintenant c'est plus comme l'économie c'est vraiment un sujet naturel, donc on sait rien y faire, c'est comme un orage, il faut juste suivre, assumer les conséquences quoi. Ah oui, donc ça, la question c'est pourquoi il y a ces changements. Ouais, pourquoi il y aurait ce changement, ouais. Oui, je pense que oui, donc l'économie en tant que phénomène culturel me fait penser aussi à l'économie en tant que phénomène collectif. Et donc, en tant que collectif, on est là à réfléchir sur le fonctionnement de notre groupe, de notre culture, de notre société. Alors que maintenant, en tant qu'individu, là, comme tout est axé sur la réussite individuelle, l'économie étant quelque chose qui nous surpasse tous, si on veut réussir en tant qu'individu, on n'a rien d'autre à faire que de s'adapter au maximum à cette société économique par définition. Donc l'individu, le fait qu'il a perdu les liens sociaux, la conséquence de ça, c'est qu'il doit s'adapter à ce... Oui, mais je pense que c'est en partie le fait d'avoir le capitalisme extrêmement focalisé sur l'individu et pas sur la collectivité qui fait que donc l'économie aussi s'impose sur quelque chose comme un phénomène auquel on doit s'adapter plutôt qu'à le questionner, à essayer de le changer. Ouais, seulement pour bien le comprendre, c'est-à-dire vous trouvez que la société doit trouver un milieu entre le focus de communisme et le focus capitaliste. C'est pas communiste, je dirais, entre le focus collectif et le focus individuel. Je pense que le fait de focaliser trop les relations et le but de l'individu sur sa réussite personnelle plutôt que sur la réussite collective, donc une des conséquences de ça, c'est que nous voyons aussi l'économie comme quelque chose auquel on doit s'adapter, c'est quelque chose qui s'impose à nous. Et donc si on veut réussir en tant qu'individu, on doit mieux s'adapter à ce phénomène. Et on n'a pas ni les ressources ni le temps de le questionner parce que le collectif n'est pas là. Donc je n'ai pas les gens autour de moi, je n'ai pas les ressources sociales qui me permettent de questionner cette économie. Ok, merci. Pensez-vous que la crise nous pousse fortement à revoir nos modes de consommation? Je pense que oui. Je pense qu'heureusement, il y a de plus en plus des gens qui veulent revoir la manière de consommer. Je pense que les gens se rendent compte qu'on consomme trop et trop de mauvaise qualité, qu'on jette trop facilement les choses. Donc voilà, je pense que peut-être c'est pas encore un phénomène répandu à toutes les sphères de la société, mais il y a dans la classe moyenne, je pense que il y a cette envie de revoir les modes de consommation, de garder ce qu'on a pour plus longtemps, de réparer plutôt que de jeter, d'acheter moins, de manger mieux mais en achetant moins de quantité. Ouais, je pense qu'on va vers ça. Et pour finir cette interview, peut-on associer violence destructive comme par exemple les guerres à la pulsion de mort des gens? Oui, je pense que violence et destructivité, je pense que il y a multiples causes à cela. Bon, je sais que la pulsion de mort, c'est un des facteurs qui a été beaucoup mis en avant par la psychanalyse. Donc voilà, moi personnellement, je ne suis pas une grande adepte de la psychanalyse parce que c'est une théorie qui n'est pas une théorie scientifique. C'est une théorie intéressante, mais ce n'est pas une théorie scientifique qui a de support empirique. Certainement, la mort, il y a pour quelque chose, mais je ne dirais pas que c'est cela qui pousse les gens à être violents et à détruire. Moi, j'expliquerai de nouveau plus en tant que psychologue social avec les normes, les pressions sociales. Les gens sont amenés pas parce qu'en tant qu'individu, ils veulent mourir ou ils sont méchants ou ils sont agressifs.
c'est dans la société, il y a tout un ensemble de normes, des relations qui font que les gens sont poussés par la violence, il y a des idéologies qui s'imposent à eux, ils sont baignés, ils sont éduqués dans certaines idéologies, donc c'est pas la faute de l'individu, c'est un peu la faute de la société dans laquelle ils vivent. Et donc voilà, ces gens vont grandir avec un certain bagage de normes, de croyances qui vont les amener à la violence et à la destructivité, mais c'est pas parce qu'à la base il y a une pulsion de mort qui les pousse vers cela. Comme ISIS Oui, exactement. Je pense exactement ça, oui. Okay. Pour l'État islamique, effectivement, je ne pense pas que les gens qui sont dans l'État islamique sont des gens qui ont une pulsion de mort plus importante que les autres. Je pense que ce sont des gens qui ont baigné dans une idéologie, qui ont vécu dans des collectivités assez enfermées, avec un système de valeurs très conservateur. Et donc voilà, ces gens ont développé une vision de la réalité qui est propre à leur groupe et qui est différente de la réalité d'autres groupes, mais c'est vraiment une question d'influence sociale, d'éducation. Ce n'est pas du tout une question de différence entre des individus, des personnes de Easy ou des autres personnes d'autres groupes de société occidentale et tout ça. C'est vraiment une question de société, d'apprentissage, de baigner dans des normes et des idéologies différentes. Ben voilà, merci beaucoup. C'est ce qu'il fallait.